Bonjour à tous. Passons au TP numéro 2, configuration de base d'un commutateur ou un switch. Il est important de rappeler les connexions physiques dans un réseau d'entreprise, un réseau local, notamment le PERTORSAD. Les réseaux utilisent des interfaces physiques Registered Jack, dont la plupart connues et sans doute l'interface RJ45. Voici un connecteur RJ45. Il ressemble à ceci: 8 pins, 8 positions de 1 à 8. Il existe deux standards à l'échelle mondiale, ou deux normes EIA, TIA, bien sûr pour le déploiement ou l'installation de ce type de câble. Le standard A commence par blanc-vert, vert, blanc-orangé, bleu, blanc-bleu, orangé, blanc, marron et marron. Tandis que le standard B, T568B, il commence par blanc-orangé, orangé, blanc-vert, bleu, blanc-bleu, vert, blanc-marron, marron. Il existe trois types de câbles Ethernet, ou bien trois types principaux. Un câble droit, en anglais c'est Copper Straight Through. Le copper c'est la cuivre, straight through c'est tout droit. Ou un câble croisé, c'est-à-dire Copper Crossover. Ou un câble console Roll Over. Détaillant, un câble droit ou straight through est couramment utilisé pour connecter des dispositifs différents, tels qu'un ordinateur à un switch ou un routeur à un switch. Dans un câble droit, les fils à chaque extrémité sont câblés de la même manière, suivant le chemin de câblage T568B ou A. Ce qui signifie que les broches correspondantes sont connectées 1 vers 1, c'est-à-dire blanc-orangé de la position ou bien de l'extrémité 1 vers la position 1 de l'extrémité 2. L'orangé, ça reste toujours dans la deuxième position, le blanc-vert aussi, etc. Jusqu'à 8, 8 comme vous voyez ici, marron dans la position 8 et marron dans la position 8 de l'autre côté. Tandis un câble croisé ou crossover est utilisé pour connecter deux appareils similaires. Par exemple, ordinateur à un ordinateur, PC to PC, switch vers switch, ou bien switch vers hub. C'est pratiquement le même principe de fonctionnement. Pour la construction, ce câble contient deux inversions de fil d'un seul côté. C'est-à-dire, le fil 1 est inversé avec 3 et le 2 avec 6. Tenons l'exemple. La position 1 c'est blanc-orangé. Dans l'autre côté, ça va être sur la position 3, comme vous voyez ici. Pour le 2, ou bien la position 2, orangé, il devient ici dans la position numéro 6. Et ça, c'est l'inversement d'un côté d'un câble croisé. Pour le type rollover, qui est notre cas de travail aujourd'hui, nommé aussi câble console, utilisé pour se connecter à des équipements réseau, tels que des routeurs ou des switches via un port de console. Concernant la configuration du câblage, dont l'ordre des fils est inversé d'une extrémité à l'autre. La broche 1 d'une extrémité est connectée à la broche 8 de l'autre extrémité. La broche 2 à la broche 7, et ainsi de suite. Ce format est utilisé pour les connecteurs RS232 qui se branchent
sur les ports série des ordinateurs ou bien des imprimantes. Et dans nos jours, il existe un autre type de câble console en utilisant USB console, comme vous voyez ici. Ce câble est souvent de couleur bleu clair pour le distinguer des autres câbles. Nous allons commencer par aborder la configuration initiale d'un routeur ou un switch Cisco. Revenons au Packet Tracer. On a besoin d'un PC. Prenons un PC ou un laptop. Bon, un PC. Prenons un switch, le modèle populaire 2960. Comme vous voyez ici, il y a les ports Fast Ethernet ou bien les ports Ethernet. Et là, un port console. Et bien sûr, relions les deux par un câble console ou rollover. Passons à connexion. Voici la connexion console. Du côté switch, on va choisir la connexion console. Et du côté PC, on va choisir RS232. Comme vous voyez ici, les PC les plus récents ou bien les laptops, ils utilisent donc généralement USB. Mais là, on va choisir le port série RS232. Ok. Là, pour la première fois, on est obligé de se connecter physiquement. Pourquoi? Car un routeur ou un switch, au début, ces équipements sortent de l'usine d'une manière vierge ou vide. Ils ont leur iOS, bien sûr, Internet Work Operating System, mais aucune configuration, ni adresse IP, ni nom, aucune information. On clique sur le PC, desktop, terminal. Et on laisse cette configuration de base. Voilà, nous sommes maintenant sur le switch au démarrage. Il nous donne des informations importantes. Voilà, on agrandit la fenêtre. Comme vous voyez ici, il nous donne plusieurs informations. Flash, loading, à partir du flash, etc. La première étape, c'est le poste. Il est où? Donc ça, c'est le poste. Power on Self Test. Et le chargement du système d'exploitation. C'est une étape de diagnostic matériel qui vérifie la santé des composants matériels du switch, tels que la mémoire, le processeur, les interfaces, etc. Si des problèmes, par exemple, problèmes matériels sont détectés pendant cette phase, le switch peut afficher des messages d'erreur. On ne peut pas démarrer ou on ne peut pas démarrer du tout. Ok. Après le chargement du Bootstrap, c'est un petit programme stocké dans une mémoire RAM, Read Only Memory, qui guide le commutateur dans la séquence de démarrage, surtout pour charger le système d'exploitation Cisco. Ce dernier, l'OS, l'Open System, est chargé depuis la mémoire flash ou d'autres dispositifs de stockage et devient le système en cours d'exécution. Pour conclure ici, le processus de démarrage d'un commutateur Cisco peut varier légèrement en fonction du modèle, mais les étapes fondamentales sont généralement les mêmes. Voilà, on descend, comme vous voyez ici, combien de ports, vous voyez c'est 26 ports, le modèle et la version 15.0, et ceci c'est l'image de l'OS, etc. Voilà, il nous dit ici Press Return to get started, ou appuyez sur Entrée, et voilà. Voilà, donc lorsqu'une connexion à la console est établie, on accède par défaut au mode utilisateur. Le mode permet d'accéder à un nombre limité de commandes.
représenté par le signe supérieur, comme vous voyez ici. Alors, pour accéder au mode suivant, le mode privilégié ou Privilege Exec Mode, ou bien on dit aussi mode Enable, symbolisé par le prompt dièse en entrant la commande Enable. Enable, entrée, et comme vous voyez ici, vous êtes sur le mode euh, privilégié, ou bien mode administrateur aussi on dit. Dans ce mode, vous avez accès à un ensemble plus étendu de commandes pour configurer et surtout surveiller l'appareil. La commande la plus utilisée, c'est Show. On va revenir par la suite. Pour revenir au mode précédent, vous utilisez la commande Disable. Disable juste ici, de mode privilégié vers utilisateur, c'est-à-dire derrière Disable. Par la suite, passons au troisième mode qui est le mode configuration globale en entrant la commande configure terminal. Configure. Vous voyez, si j'appuie sur Tab, il me termine la commande. Configure terminal. Entrée. Ici, nous pouvons par global, d'une manière globale, l'appareil tel que les interfaces, les protocoles de routage, les VLAN, etc. Par la suite, le mode de configuration spécifique. Donc, comme vous voyez là, si on est sur config dièse, le mode suivant, c'est le mode de configuration spécifique. C'est-à-dire, on va rentrer en profondeur, symbolisé par config-if comme exemple. Si on va mettre interface fast Ethernet 0/1, ce sont les intitulés des ports, port numéro 01, port numéro 02, etc. Entrée. Comme vous voyez ici, le prompt est devenu config-if. Que peut-on faire ici, c'est-à-dire sur ce port, plusieurs commandes possibles. Si on va chercher quelles sont les commandes, on peut interroger par un point d'interrogation, comme vous voyez ici, les différentes commandes possibles pour ce stade. Par exemple, on peut faire shutdown, c'est-à-dire on peut désactiver le port, ou bien par exemple il y a description, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il représente ce port. Hein. On va écrire par exemple des et par tabulation, par exemple port pour se connecter à un autre switch, ou par exemple SW1, c'est-à-dire un autre switch. Ok. Entrée. Pour revenir derrière, on a dit exit. Comme vous voyez aussi, il n'est pas sensible à la casse. Exit une autre fois. Et là, on peut faire la commande show running. On va voir le changement de la configuration sur le switch. Comme vous voyez ici, après la commande show running config, comme vous voyez ici, il vous donne plusieurs informations, mais rien n'est configuré ou bien paramétré. Le hostname, c'est le nom de switch, spanning tree mode PVST, etc. Et notre interface, comme vous voyez ici, je vais mettre entrée encore. Comme vous voyez, cette interface, la description, c'est un port pour se connecter au switch numéro 1. C'est censé pour les administrateurs, c'est-à-dire pour un autre administrateur qui est venu récemment, il peut savoir tout sur le switch. Passons maintenant à la deuxième partie de notre vidéo, questions et manipulation. Exercice 1, affichage des informations Cisco iOS. En examinant les informations de version
suivante que rapporte le commutateur. Alors, quelle est la commande qui permet de voir que ce soit la version, le nom de fichier de l'image système ou l'adresse MAC de base de ce commutateur? Alors on va chercher c'est quoi la commande qui permet d'afficher les informations telles que la version d'iOS et les renseignements sur le matériel et le périphérique, ainsi de suite. Puisqu'on va travailler avec Packet Tracer, alors la solution la plus simple c'est de cliquer sur le périphérique, que ce soit un switch ou même un routeur, c'est pareil. Prenons 1941 par exemple, c'est-à-dire là, on clique sur le switch ou bien sur le routeur et on passe à CLI, Command Line Interface. Donc là, il commence à démarrer. Pour la première fois, cette question, on va dire non, c'est-à-dire c'est pas avec un guide qu'on va travailler, donc on va dire non. Et voilà. Bon, on va travailler sur le switch CLI. D'accord. Entrée. La commande, passons bien sûr sur le mode privilégié avec la commande enable. Et la commande cherchée, c'est show virtual. Si par exemple on met point d'interrogation, il nous donne l'existence d'une seule commande, c'est version. Et on peut utiliser tab pour qu'il termine, il nous complète donc cette commande. Entrée. Et surtout, cette commande, elle est très utile si vous êtes connecté à distance à un switch ou à un routeur. Alors, là, on va chercher, suite à notre commande, la version, comme vous voyez ici, c'est 15.0 de SE4. Elle affiche aussi la version du programme de démarrage Bootstrap, comme vous voyez ici, qui est stocké en mémoire ROM. En plus, la durée de l'activité, comme vous voyez ici, switch uptime is 39 minutes. C'est-à-dire le temps écoulé depuis le dernier démarrage. Ensuite, il nous donne aussi, ou bien elle nous donne aussi cette commande sur le démarrage ou bien le redémarrage système. Est-ce que c'est classique après une alimentation, après power on, comme vous voyez ici, ou bien après un incident? C'est-à-dire s'il y a un incident, donc il est arrêté et il nous aide bien sûr sur le troubleshooting. Et là, par la suite, on va répondre à la deuxième question qui est quel est le nom de fichier de l'image système. Comme vous voyez ici, flash C2960, lambasque 9, etc. jusqu'à la fin, point bin. Par la suite, il nous donne aussi les interfaces matérielles disponibles sur le switch. Comme vous voyez ici, une interface virtuelle Ethernet, 24 ports fast, c'est-à-dire Fast Ethernet Interface, et 2 ports en giga. Pour notre dernière question dans cet exercice, c'est il demande l'adresse MAC de base, insistant sur base, car il y en a aussi des autres adresses MAC telles que pour chaque interface, il y en a une adresse MAC. Mais l'adresse MAC de base du switch, c'est celle-ci, 00 01 43 6D D4 62. Et pour vérifier les autres adresses MAC, prenons pour vérifier les adresses MAC, prenons par exemple Inspect, et on voit ici, on clique sur le switch, Port Status Summary Table. Si on vérifie ici, vous voyez chaque port, il admet une adresse MAC. Fast Ethernet 02, 33, 02, 03 et ainsi de suite.
Exercice 2. Examinons la configuration actuelle du commutateur pour savoir combien on a des interfaces, que ce soit physiques ou virtuelles. La première question, combien d'interfaces Fast Ethernet le commutateur possède-t-il? Ou bien combien les interfaces Gigabyte Ethernet? Et quelle est la plage de valeur affichée pour les lignes VTY? C'est-à-dire quoi actuel là? Ou on dit aussi en cours d'exécution. Là, on parle de la mémoire vive non volatile, c'est-à-dire NVRAM. Alors, avant de lancer le mode qui nous permet d'afficher la configuration actuelle, je vous invite à taper cette commande. Revenons sur Packet Tracer. Show, on peut écrire juste SH. Et start, ou avant le A, on peut mettre point d'interrogation, comme vous voyez ici, startup config ou bien storm control. On a besoin de cette commande. Donc c'est juste, on rajoute la lettre A et on met tab. Il va directement mettre startup config. Entrée. La réponse est quoi? Startup config is not present. C'est-à-dire quoi? Il affiche ce message car le fichier de configuration n'a pas été encore enregistré dans la mémoire NVRAM. Il se trouve actuellement dans la mémoire vive RAM, comme un fichier Word qui est en cours d'exécution. Si tu n'as pas fait enregistrer sous un emplacement bien déterminé dans la machine, il est toujours dans la RAM. Alors, tapant show run, on peut écrire running config ou même run, ça suffit. Donc show run, ça nous donne plusieurs informations comme vous voyez ici. Current configuration, c'est-à-dire la configuration actuelle, plusieurs informations. Le nom du switch, c'est switch. Comme vous voyez ici, l'intitulé de notre switch. Spanning Tree Mode PFST, interface Fast Ethernet, il n'y a aucune information sur ces ports. On va mettre entrée, passant d'une page à une autre, jusqu'à combien les Fast Ethernet. Comme vous voyez ici, c'est 24 ports Fast Ethernet. Et après, nous avons les ports Giga Ethernet. C'est-à-dire là, on va mettre voilà comme ça, et très bien. Donc pour répondre à cette question, ici nous avons 24 ports Fast Ethernet, et là nous avons deux ports Giga Ethernet. Quelle est la plage de valeur affichée pour les lignes VTY? Mais avant, nous voyons une interface VLAN 1, c'est-à-dire une interface virtuelle. No IP address, c'est-à-dire il n'y a pas une adresse IP affectée à cette adresse virtuelle. Shutdown, c'est éteint. Et par la suite, line con 0, c'est line console 0. C'est l'intitulé de la connexion physique. Et 0, c'est la référence de la première ligne de console. Et dans notre cas, nous avons une seule console pour se connecter directement à la machine. Après, les lignes virtuelles, ou notre question, jusqu'à quand, jusqu'à quoi line VTY 04 et line VTY 515, c'est-à-dire ça commence par 0 à 15, c'est-à-dire combien? C'est 16. Dernier moins premier plus 1. 15 moins 0 plus 1, c'est 16. C'est-à-dire, généralement, c'est dans les machines Cisco, il y a 16 lignes virtuelles. Ce sont les lignes qui sont utilisées pour permettre aux utilisateurs d'accéder à l'appareil
à distance via Telnet ou SSH. Et voilà. Donc, on va les sécuriser par la suite. Alors, la plage, c'est de 0 à 15, c'est-à-dire 16 lignes virtuelles. Passons à l'exercice 3, exécution d'une configuration initiale du commutateur. Première question, configurer le nom d'hôte du switch SW Production. On va le nommer avec ceci. Avant tout, le principal objectif de mettre des noms pour les switches à l'aide de la commande hostname, comme vous voyez ici, qui est une pratique courante dans la configuration des équipements réseau. C'est l'identification des switches. Elle permet aux administrateurs de savoir précisément lequel ils gèrent. Cela facilite la maintenance, le dépannage et la gestion du réseau, ainsi que la documentation et encore la suivi. Alors, les commandes sont les suivantes. Passons au mode privilégié Enable, Configure Terminal, donc le mode de configuration globale. Et après, vous tapez hostname et le nom du switch. Alors, passons au switch. Avant tout, Enable, ou bien on écrit juste EN, ça suffit. Après, Configure Terminal, et on écrit conft, ça suffit aussi. Là, nous sommes sur la configuration globale et la commande c'est host. Si on met point d'interrogation, donc vous voyez c'est la commande hostname avec tabulation, il nous termine ça et on met notre nom souhaité. On a dit SW production. Entrée. Comme vous voyez ici, le nom ça change. Vérifions le fichier de configuration. Si on met show run ou bien running config, entrée, oups, invalid input detected at, comme vous voyez ici, il nous donne la référence de l'erreur. Là, c'est-à-dire cette commande, elle ne peut pas être réalisée dans cette section, qui est la configuration globale. C'est-à-dire il faut revenir derrière sur le mode privilégié pour assurer le résultat de cette commande. Mais Cisco, ils ont trouvé une solution pour nous faciliter le travail. On peut rajouter, on peut mettre là, avec le flèche de redirection en haut, ça nous recommence, ou bien ça nous recopie la commande. Et avec CTRL A, le curseur, il reviendra au début et on rajoute ces deux fameuses lettres do. C'est-à-dire on peut réaliser ici la commande do show run. Comme vous voyez ici, la host name SW production. Elle était switch et maintenant elle est changée sous le nom de SW production. Ok. Donc ou bien entrer ou bien CTRL Z pour revenir. Passons à l'étape 2, configurer le mot de passe et le secret du mode privilégié. Comme vous voyez ici, nous avons plusieurs possibilités et ces commandes, elles définissent ce qu'on appelle un mot de passe qui contrôle l'accès au mode d'exécution privilégié. Comme vous voyez ici, la première méthode, c'est Enable Password Cisco 1, 2, 3, bien sûr, ça c'est le mot de passe. Bon, c'est juste pour les tests. Là, on voit Clear Text. On va vérifier c'est quoi exactement. Ou bien Enable Secret et on donne le mot de passe. Ça, c'est MD5H, bien hachage. Et la dernière, c'est Service Password Encryption. Voyons voir sur Packet Tracer. Enable. Tab. Password.
Comme vous voyez ici, hop, enable password, il nous a dit Cisco 1, 2, 3. Entrée. C'est bon, puisqu'il n'y a pas d'erreur, c'est-à-dire que la commande a été créée et validée. Comme on a dit, puisque nous ne sommes pas sur le mode privilégié, on est sur le mode config et show. Ça ne marche pas ici, donc on rajoute do, show, c'est pas la peine d'écrire do show, run. Entrée. Comme vous voyez ici, maintenant on a enable password. Mais comme vous remarquez ici que le mot de passe, il est en clair, clear text. C'est pour ça il n'est pas recommandé du point de vue de la sécurité. Cela la rend vulnérable aux accès non autorisés. Si par exemple quelqu'un accède à la configuration ou à ce fichier de configuration. Alors, CTRL Z. Alors, pour une meilleure pratique, il est recommandé d'utiliser la deuxième commande qui est enable. Regardez bien ici. Pour la première, on a utilisé password. Là, on va utiliser secret. Enable secret. Et on donne le mot de passe qu'il nous a donné sur le TP. 4, 5, 6. Entrée. On va vérifier une autre fois. Do show run. Entrée. Comme vous voyez ici, enable secret, comme vous voyez ici, il est crypté avec MD5, MD5, c'est le hachage, et le mot de passe, il est bien crypté. Par contre, le mot de passe qu'on a créé tout à l'heure, c'est-à-dire le premier, il est en texte brut. Alors, cela améliore la sécurité en rendant plus difficile la découverte du mot de passe par les attaquants, même s'il accède aux fichiers de configuration. Et même si on veut rajouter une autre couche de sécurité pour les mots de passe qui circulent dans le réseau, voici la commande nécessaire, c'est-à-dire la troisième tentative, c'est service. On va voir quels sont les services, point d'interrogation. Nous n'avons pas besoin de DHCP, on a besoin de password encryption. Encrypt system passwords, c'est-à-dire il crypte tous les mots de passe qui sont inscrits sur le fichier de configuration password encryption. Entrée. Et voilà, do show. Alors, c'est ça la commande, service password encryption. Et là, on va voir la configuration maintenant de la configuration. Comme vous voyez là maintenant, même le mot de passe qui était en mode clair, mais c'est pas trop fort, il est haché par MD7, c'est-à-dire c'est pas trop difficile à décrypter, mais c'est mieux que rien. Voilà, CTRL Z. Juste une autre astuce ici, do show run. Comme vous voyez là, lorsque je mets le show running, il me donne pratiquement toutes les informations, surtout avec l'inscription des configurations au fur et à mesure, ça va être trop lent. Alors, il y a une méthode plus rapide en utilisant les filtres de sortie. Par exemple, là, on met quoi? On met espace, ALGR6, c'est le pipe, et la commande include. Include, include, et on met par exemple secret. Entrée. Comme vous voyez, ce filtre de sortie, il nous permet d'afficher uniquement les lignes contenant le mot de passe secret. Donc, ou bien le mot inscrit avec include, c'est-à-dire il va chercher juste là cette ligne. Là, on a mis secret, donc il nous sort enable secret. Alors, c'est une identification rapide. Voilà.
on a utilisé alors Enable Password, c'est Clear Text. Enable Secret, c'est recommandé d'utiliser ce mot de passe pour le mode privilégié. Et bien sûr, on rajoute toujours Service Password Encryption pour crypter tous les mots de passe sur le fichier de configuration. Ok. Étape 3, nous allons configurer ou sécuriser le port console. Line console 0, on se dirige vers notre console qui est la seule. Password Cisco mettant un mot de passe qui est Cisco. Et à la fin, login pour activer cette fonctionnalité. Voyons maintenant sur Packet Tracer. On va avant tout sortir complètement. Lorsqu'on accède au switch entrée, nous sommes directement sur le switch. C'est ça notre objectif. Comment le sécuriser, c'est-à-dire sécuriser la console 0 dès l'entrée. J'ai oublié, donc le mot de passe pour Enable c'est Cisco 456. Voilà. Passons au mode configuration globale. Maintenant, on se dirige vers la console, line, quand si on met point d'interrogation, comme vous voyez ici, first line number, c'est-à-dire c'est la première ligne et nous avons que celle-ci, une seule. Ok, 0, entrée. Après, password, on va mettre Cisco pour ne pas se tromper. Et à la fin, login. Entrée. Voilà. On a oublié autre chose. Il faut toujours enregistrer notre travail. Donc, ou bien il y a la commande copy running config start config, ou bien tout simplement WR. Mais bien sûr, elle ne marche pas ici, comme vous voyez. Alors, il faut rajouter le fameux do. Et voilà. Building configuration. Ok. Là, on va sortir maintenant. Exit. Et entrée. Comme vous voyez, lors de l'entrée, on trouve un mot de passe. Et le mot de passe, c'est Cisco. Nous sommes sur SW Production. Après, Enable. Comme vous voyez, un autre mot de passe. Cisco, c'est le mot de passe de mode privilégié. Donc Cisco 456. Entrée. Et après, conf. Avant tout, on va consulter notre fichier de configuration. On cherche quoi? Ça c'est pour le mode enable, ça c'est pour... bon ça y est, ça marche plus celui-là. Entrée. Ce qui nous concerne maintenant c'est line console 0. Comme vous voyez ici, line console 0, le mot de passe en MD5. Et comme vous voyez ici, à travers le service password encryption, il est crypté automatiquement. Donc grâce à cette commande. Et voilà, ça c'est concernant la console 0. Passons maintenant à l'étape 4, configurer le mot de passe VTY. Cette configuration des mots de passe pour les lignes VTY ou Virtual Terminal est cruciale pour sécuriser l'accès à distance à travers que ce soit Telnet ou SSH, à un routeur ou un switch. Les commandes sont
line VTY, VTY 04 ou 04, c'est-à-dire 5 personnes qui peuvent se connecter en même temps à distance. On peut bien sûr changer ceci par 0, 10, etc. C'est-à-dire simultanément, on a 4 ou 5 administrateurs qui vont se connecter à cet équipement. Bon, je vais détailler ça, ou bien toutes ces lignes par la suite, par pratique. Conti. Accédons maintenant à la configuration des lignes VTY. Line VTY0, on va ouvrir 5 sessions à la fois. Après, on va définir le mot de passe, pratiquement pareil par rapport à la console 0. On va l'appeler telnet. Je vais changer sur le fichier Word, donc telnet. Puisque c'est embêtant, plusieurs mots de passe, donc ok. Après, on va exiger donc une authentification pour les sessions telnet, login. Mais là, comme vous voyez, on va utiliser juste login et après on va voir c'est quoi l'utilité de login local. Ok, on va commencer par login, entrée. Et après, on va spécifier les protocoles d'entrée autorisés. Dans notre cas aujourd'hui, on va utiliser telnet. Ok, donc transport, input. Comme vous voyez ici, pour le moment, on peut utiliser SSH ou telnet, ou bien tout, ou bien non, comme vous voulez. Là, on va choisir le protocole telnet. On n'oublie pas toujours de sauvegarder notre travail. Alors, par la suite, si nous allons tester ou accéder à distance, on a besoin aussi d'une adresse IP pour le switch. Mais celui-ci, bien sûr, comme vous le savez bien que c'est un switch niveau 2, donc il ne comprend pas les adresses IP. Par contre, nous avons la possibilité pour affecter une adresse IP pour l'interface virtuelle. Si on va voir par do show run, hop. Revenons ici. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, interface VLAN 1. Ah, j'ai oublié le 1. Interface VLAN 1, no IP address. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, on va mettre ce qu'on appelle une adresse IP pour l'interface. Alors, on va rentrer sur l'interface VLAN, VLAN 1. Après, on va affecter une adresse IP. Adresse, on va donner 192.168.1.1. Après, le masque de sous-réseau, 255.255.0. Entrée. Après, on va activer ce port virtuel. No shutdown. Entrée. Comme vous voyez ici, l'interface VLAN 1 changed state to up from down. Ok. Passons maintenant pour rajouter ici un PC. Pour y accéder, bon, on va mettre la liaison avant. Un câble droit, Fast Ethernet. On peut choisir peu importe la communication ou bien les ports qu'on va utiliser avec le switch. Et on va bien sûr affecter une adresse IP pour ce PC. Bien sûr, il doit appartenir à la même plage. 192.168.1. Par exemple 10. Bien sûr avec le même masque de sous-réseau. Là, en attendant qu'il se connecte, là il est en orange. Là c'est bon. Après, là nous sommes sur le PC2. On va vers
le DOS et on va taper la commande telnet 192.168.1.1. Bien sûr, le switch, c'est son adresse IP. Nous, on va appeler cette adresse IP avec la commande telnet. Entrée, user access verification. Donc, password, c'est quoi? C'est quoi le mot de passe qu'on a utilisé pour accéder au switch à distance via telnet? C'est telnet le mot de passe. Ah, peut-être je me suis trompé. Telnet. Voilà. Donc, nous sommes là sur le switch SW Production. Enable. Bien sûr, il demande le mot de passe de mode privilégié. C'est, si je me rappelle bien, Cisco 456. Voilà, etc. Mais le problème ici, comme vous voyez, si par exemple on a 2 ou 3 ou 5 sessions qui sont ouvertes, tous ils vont utiliser le même mot de passe. C'est ça l'utilité de login local. C'est-à-dire, monsieur Widek, il va se connecter avec son login et son mot de passe. Monsieur Fabrice, il va se connecter avec les siens, etc. On va rentrer sur la ligne de VTY 04. Nous sommes dessus. Et là, on va laisser bien sûr le mot de passe telnet, mais c'est juste, on va mettre login local. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, on va exiger un utilisateur et par la suite aussi, exit, sous le mode configuration global user name, mettons le nom de la session widec, espace, password, je vais mettre le même mot de passe, widec, et voilà, et do wr r entrée. Si on revient là au PC, on va sortir complètement. Alors, on répète avec le flèche de redirection en haut, entrée. Vous voyez maintenant l'exigence avec l'utilisateur ou bien le nom de l'utilisateur. Là maintenant, c'est ce qu'on appelle la suite de protocole AAA, Authentication, Authorization and Accounting. C'est-à-dire ici, on va voir qui a fait quoi. Alors, widec, entrée, le mot de passe, j'ai mis le même mot de passe, widec, et comme ça, nous sommes connectés via telnet avec un utilisateur et un mot de passe. Voilà donc, j'ai laissé un peu loin. Donc, je vous laisse comme ça pour configurer le mot de passe V2Y. Ce sont les lignes de commande concernant la connexion à distance. Transport Input Telnet. Si on va utiliser SSH, ça va être SSH, mais bien sûr, il y en a d'autres trucs à faire. On va le faire prochainement. Et là, pour affecter une adresse IP virtuelle, ou bien une adresse IP pour l'interface virtuelle VLAN 1. Voilà. Je vous prie donc de m'excuser pour la longueur de cette vidéo et j'espère que vous avez tiré profit de cette leçon. À la prochaine.